midi et bienvenue sur la quatrième sortie de cette émission. Je rappelle que vous êtes sur la RTVC et vous suivez l'invité du midi. Ils étaient trois écrivains à fonder en 1946 le premier parti socialiste haïtien, le PSP, Parti socialiste populaire. Cette expérience n'allait pas durer longtemps. Après une défaite face au président Dumarsais estimé, ce parti allait être frappé d'illégalité par ce dernier, devenu président en 1948. Voilà comment, à l'époque, le PSP avait qualifié l'élection de Dumarsais estimé à la présidentielle. Pour le peuple, cependant, l'élection de Dumarsais estimé à la présidence représentait une escroquerie, un attentat à la démocratie, une horrible forfaiture. Dans les rues de Port-au-Prince, sans applaudir une seule fois, de nouveaux chefs d'État, les badauds regarderont passer le cortège présidentiel dans un pesant silence de protestation. Le mouvement socialiste haïtien n'a pas véritablement connu de moment de gloire en Haïti, mais a quand même survécu tout le long de l'histoire de ce pays. Que peut-il vraiment face à la crise actuelle? Autant de questions que l'on se propose de traiter dans le cadre de cette émission, l'invité du midi. Et pour ce faire, nous allons recevoir sur ce plateau, mesdames, messieurs, le professeur Camille Chalmers, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir. Je salue les téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation. D'accord. Et professeur Chalmers, c'est un plaisir pour moi aussi de vous recevoir sur ce plateau. Je regardais une émission que vous avez eue ici même sur le même plateau avec un autre présentateur, Davidson Saint-Fort, qui a si brillamment animé cette émission avant moi. Et c'était en avril 2019. Et à cette époque-là, vous parliez certainement de salaire minimum, mais c'était le même contexte. On venait de nommer un nouveau Premier ministre et on parlait déjà de négociations. Est-ce que l'actualité n'a pas beaucoup changé, dis-donc? Bon, nous sommes dans un pays en panne, un pays bloqué depuis de longues années. Et ce blocage est la conséquence d'un affrontement entre deux projets de vision d'Haïti, de vision de l'avenir d'Haïti. Ou bien on choisit de rentrer dans une phase de régression politique, ou bien on choisit de construire le pays avec un avenir démocratique, un avenir respectueux de la volonté populaire et un avenir qui permet de résoudre les impasses et les problèmes et les défis que la nation haïtienne affronte depuis quelque temps. Donc, c'est face à ce choix que nous sommes depuis quelque temps. Et malheureusement, nous sommes en présence d'un blocage imposé par des forces rétrogrades au niveau national et appuyé de façon inconditionnelle par l'impérialisme américain. D'accord. Alors, nous allons rester un petit peu dans l'actualité avant d'entrer dans le sujet de fond de cette émission. Actuellement, et ce midi même, l'Église catholique est en train de célébrer une messe pour protester contre le kidnapping. Et dans pile d'autres entreprises qui ont même jeudi fermé porte pour protester contre le kidnapping. Est-ce que finalement, société civile là, secteur d'affaires ça, que ça fait longtemps, il a demandé pour prononcer, il a finalement entré dans la bataille là, bon côté peuple là, ou bien est-ce que c'est un bagage circonstanciel d'après vous-même? Il faut attendre pour pouvoir faire un bilan de la situation, mais ce qui est certain, c'est que de façon croissante, l'ensemble des secteurs du pays se rendent compte que la situation actuelle est intenable, que c'est une situation extrêmement périlleuse pour l'avenir de la nation. C'est un effondrement général de la société haïtienne, un effondrement institutionnel, et ceci ne peut amener aucun avenir radieux pour l'ensemble du pays. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes en présence d'une situation où la grande majorité de la population et des différents secteurs qui se sont exprimés constatent que nous sommes dans une situation, dans une impasse caractérisée par un coup d'État contre la constitution du pays, un coup d'État contre la population haïtienne, et qui nous a plongés dans une situation totalement illégale, et en plus une situation qui est caractérisée par une augmentation des violations systématiques
des droits fondamentaux du peuple haïtien dans tous les domaines, que ce soit du point de vue économique, le droit au travail, le droit à un salaire décent, À la santé. le droit au logement, le droit à la santé, le À droit à l'éducation. l'éducation. Vous voyez comment le système éducatif est en train d'affronter des problèmes très graves. Donc tous les droits sont violés. Oui. Et aujourd'hui, le droit à la circulation. Mais On là, ne peut même pas sortir de chez soi ce qu'on peut sans vous répondre, par contre, avoir l'assurance de revenir sain et sauf. oui, ça, on peut vous dire aussi que cela n'est pas tout à fait nouveau. Cela ne date pas seulement du pouvoir PHTK. On va vous dire que ça fait longtemps que les droits de la population sont piétinés dans ce pays. Non, nous sommes en présence d'une nouvelle réalité. Ça veut dire que depuis une dizaine d'années, nous sommes en présence de projets politiques de régression. Un projet politique qui prétend effacer toutes les avancées démocratiques qui ont eu lieu après 1986. Et si vous voyez par exemple l'esprit des différents décrets qui ont été émis au cours des derniers mois, si vous voyez l'esprit de la Constitution qui est proposée à la nation, il s'agit d'un projet de régression économique, sociale et politique. Un projet tout à fait inacceptable et qui s'oppose totalement à la volonté du peuple haïtien et à la culture politique qui s'est installée chez nous depuis plusieurs décennies. Donc, vous avez une situation où, justement, vous avez une minorité qui essaie d'imposer sa volonté, qui essaie d'imposer sa vision à un ensemble national qui a déjà dépassé ce niveau-là et qui veut vivre dans une réalité démocratique, qui est déjà habitué, par exemple, à s'exprimer, à s'organiser, à circuler librement dans le pays. Donc, on n'est plus à l'époque où, pour aller d'une ville à l'autre, il fallait s'arrêter au poste de police, au poste de VSN, et montrer patte blanche et dire qu'est-ce que vous allez faire là. On a dépassé cela. Donc, aujourd'hui, on est en train de réinstaller, parce que vous avez le droit à la circulation est très compromis en Haïti aujourd'hui, puisque vous avez les gangs qui contrôlent un ensemble de secteurs et qui très souvent bloquent la circulation. Donc c'est une régression absolument inacceptable et qui est vécue très douloureusement par l'ensemble des secteurs de la nation. Définitivement. Donc, ou même on parlait de dictature. On pensait qu'il y a de bon projet politique c'est très clair. de régression. C'est très, très clair. Mais ce n'est pas encore la dictature. Parce que les gens résistent. Parce que justement aujourd'hui, vous avez le pays qui est bloqué presque à 80%. Vous avez des gens qui protestent, vous avez des gens qui résistent, des gens qui montrent leur désaccord et qui affirment leur adhésion à un autre projet de société. Donc c'est à cause de cela que la dictature ne s'est pas totalement installée, mais le projet existe pratiquement depuis 10 ans. N'oubliez pas que tout de suite après l'investiture de M. Martelly à la présidence, l'un de ses premiers actes a été d'emprisonner un député. Donc d'aller complètement à l'encontre de l'esprit de la séparation de pouvoir et de l'immunité dont jouissent les parlementaires. Donc en fait, vous avez un projet effectivement qui... D'ailleurs, ce projet était déjà en germe depuis le coup d'État de 91, à travers FRAPP, à travers les ninjas, à travers certaines manifestations. Il y avait déjà une affirmation de revenir à une espèce de reproduction de l'ère du valérienne et de recentrer, de reconcentrer tous les pouvoirs autour d'une personne qui est maître des vies et des biens. Certaines personnes essayant de qualifier ce pouvoir parlent d'un néo-duvalierisme. Et vous dites quoi? Bon, alors, oui, il y a des éléments. Il y a des éléments du duvalierisme. Et d'ailleurs, il y a certains dirigeants qui n'hésitent pas à revendiquer le duvalierisme ouvertement. Ils faisant partie de ce gouvernement, d'ailleurs, qui viennent briguer 2 postes ministériels à la fois. Absolument. Et l'ex-président Jovenel Moïse a fait des interventions d'ailleurs en ce sens. Il a déclaré une fois, je crois que c'était le 16 décembre, qu'il y a eu en Haïti 2 élections démocratiques, celle de 1957 et celle de 1990. Alors que tout le monde sait que François Duvalier est arrivé au pouvoir sur la base du massacre contre la population de Bel-Air. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des massacres au Bel-Air. Bel-Air n'a pas de chance avec ce secteur-là. Bon, justement, c'est justement la manifestation de cette violence permanente contre la population, de cette violence permanente contre les secteurs populaires et de ce système étatique qui refuse toute participation des secteurs populaires au processus de décision collective. Donc, c'est exactement le même projet, effectivement. Mais évidemment, il y a des nuances dans la mesure où nous sommes dans une autre époque
avec d'autres contextes internationaux différents, etc. Ouais. Mais cette nostalgie par rapport au pouvoir du Valérien, effectivement, est un des éléments idéologiques qui orientent les décisions qui sont prises au niveau du pouvoir actuel. Alors que le secteur privé ferme ses portes, l'Église catholique proteste parce qu'on vient de kidnapper environ 7 religieux, des prêtres, des sœurs et des gens qui étaient avec eux. D'un autre côté, des pions sont en train d'être déplacés. Un Joseph n'est plus, un autre est. Ça va changer quelque chose dans la conjoncture? Pas du tout, pas du tout. En fait, C'est dur sur place? oui, il s'agit probablement de l'effet de lutte intestine à l'intérieur du pouvoir. Et en fait, il n'y a vraiment aucun changement significatif. Et les lignes qui sont définies à l'intérieur de ce gouvernement de facto vont être à peu près les mêmes. Donc, la population ne peut pas s'attendre à un autre agenda. Référendum, élection, changement constitutionnel. Oui, c'est ça. Donc vous avez le projet de réinstallation de la dictature qui est accompagné d'un agenda. Et cet agenda a 2 points essentiels, c'est le référendum constitutionnel et les élections en 2021. Donc, un référendum absolument inacceptable, totalement illégal, et qui est contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution et des lois de la République. Comment peut-on vouloir réinstaller la dictature en passant par des élections? Mais il y a des élections qui n'en sont pas. Il y a des élections, comme la population le dit souvent, qui sont simples sélections. Des élections qui sont organisées pour empêcher la participation réelle de la population. Par exemple, quand vous avez des bureaux de vote qui sont concentrés au niveau urbain, et vous avez une grande partie de la population qui doit marcher 8 heures de temps pour arriver à un centre de vote. Donc vous avez un contexte... Il y a des gens qui vont changer aux communes, ils ne pas voter encore. Donc vous avez un contexte qui bloque effectivement la population, la participation. Donc en fait, c'est le quiproquo dans lequel nous sommes. C'est que vous avez une avancée très importante avec la Constitution de 87, mais en fait, l'État oligarchique qui régnait sur le pays avant 1987 continue à être à peu près le même. Donc on utilise un habillage pseudo-démocratique, avec un verbiage démocratique, mais en fait, les réalités concrètes sont les mêmes. Donc c'est pour cela que, par exemple, vous voyez bien que le régime PHTK n'a jamais pu faire ni une élection en 10 ans. Parce que les élections sont contraires à leur credo politique et à leur vision de la société. Parce que pour eux, la société doit être conduite par une personne qui doit décider selon son humeur, selon son bon vouloir, et qui est maître des vies et des biens. Donc, le terrain électoral, c'est justement ça, l'un des problèmes les plus importants aujourd'hui, c'est que, premièrement, il est inacceptable que l'on fasse un référendum constitutionnel. Vous n'avez pas eu une assemblée constituante. Donc, c'est quelqu'un qui a convoqué 5 personnes pour rédiger un texte et proposer à la population. Vous avez un conseil électoral totalement illégitime et illégal, qui n'a pas reçu, l'approbation de la Cour de cassation. Vous avez des gens qui ne sont pas représentatifs de la société, qui vont diriger un processus extrêmement fondamental, qui est la charte fondamentale du pays. Et en plus, les élections ne peuvent pas être organisées à la fin de 2021 parce qu'il faut assainir le système électoral, il faut réviser le système électoral pour qu'il soit effectivement transparent. Le système qui existe aujourd'hui, la base de données électorale qui existe, est une base de données contrôlée totalement par le PHTK. Donc, il est impossible de réaliser en 2021 des élections qui soient vraiment des élections transparentes et démocratiques et honnêtes, parce que quel que soit l'exercice électoral qui est organisé cette année, il va conduire à encore plus de crises, plus d'instabilité, plus d'affrontements, et va participer au processus d'effondrement national. Jusque-là, l'opposition politique qui était un bloc plutôt compact pour dire non, on n'irait pas négocier avec Jovenel Moïse, on n'irait pas négocier, on n'irait pas dans des élections organisées par Jovenel Moïse, mais on a l'impression que ces jours-ci, au sein de cette opposition, il y a quelques pions aussi qui se déplacent. Il y a une partie de cette opposition qui aimerait bien, pour en finir, disent-ils, à cette situation intenable, et négocier avec le pouvoir en place. Je ne le sens pas de cette façon. Je pense que
nous avons un large consensus au niveau des différents secteurs politiques et sociaux de la nation pour dire que le mandat de l'ex-président s'est achevé le 7 février 2021, qu'il n'est pas question de négocier avec quelqu'un qui n'a aucune compétence pour négocier quoi que ce soit. Ce ne sont là que des rumeurs, non? Et je ne sais pas, bon, il faudra vérifier, mais je peux dire qu'il y a un très large consensus. C'est possible qu'il y ait prenons par exemple quelques acteurs isolés. Le parti Unir avec Clarence Renoir, pardon. Oui, ça arrive qu'il y ait quelques acteurs isolés qui peuvent tomber dans le piège, parce qu'il s'agit d'un piège. Quand on parle de négociation, quand on parle de négociation dans ces conditions, dans les conditions actuelles, il s'agit d'un piège, non seulement pour diviser l'opposition, mais pour jouer le facteur temps, pour faire passer le temps. Donc, je pense que, et j'en appelle à la lucidité des différents acteurs sociaux et politiques pour ne pas tomber dans ce piège et se concentrer sur l'objectif fondamental qui est le départ de l'ex-président Jovenel Moïse, en finir avec le coup d'État et s'organiser pour une transition politique vertueuse qui permet de commencer à aborder les grands problèmes nationaux. Est-ce que là aussi le temps ne peut pas jouer contre vous? Parce qu'entre-temps, l'opposition ne réunit pas la force nécessaire pour jeter le gouvernement, le faire partir. Et entre-temps, le temps passe et les gens ont tendance à s'essouffler, à être fatigués de tout ça. Bon, est-ce que là, il ne faut pas faire preuve d'un certain réalisme politique? Quand vous dites que l'opposition n'a pas suffisamment de force, et il faudrait analyser, faire un bilan des processus, des cycles de mobilisation de ces 3 dernières années, où nous avons vu pratiquement tous les secteurs sociaux se prononcer contre le gouvernement actuel. Mais il me c'est un semble gouvernement que ça qui ne est suffit pas. maintenu, mais il est maintenu par quelques secteurs de l'oligarchie et par l'impérialisme américain. Donc cette situation totalement caricaturale montre que ce n'est pas le peuple haïtien qui a le pouvoir en Haïti. Et c'est justement l'une des revendications fondamentales, c'est que cette transition doit aboutir à une récupération de la souveraineté nationale. Ça veut dire que les acteurs haïtiens doivent être au cœur des processus de décision, rendre le pouvoir aux cœur Haïtiens. des stratégies, voilà. Donc la situation actuelle est caricaturale. Même s'il me semble que ce serait là peut-être aussi l'une des revendications du pouvoir. Et je me souviens même, il y a un tenant de ce pouvoir qui a écrit un livre qui s'appelle « Rendre le pouvoir au peuple haïtien ». C'est une rhétorique complètement vide. Quand on analyse les faits, les gestes et les choix du gouvernement, c'est un gouvernement qui est complètement obéissant aux injonctions du gouvernement américain. C'est un gouvernement qui suit la politique américaine au niveau international en se positionnant contre le Venezuela, qui a été un partenaire particulièrement important pour Haïti pendant plusieurs siècles. C'est un gouvernement qui n'hésite pas à faire appel à l'OEA pour des questions de souveraineté nationale, des questions de constitution, par exemple. L'ex-président Jovenel Moïse, lors de sa participation à l'investiture de M. Abinader, a fait appel à l'Espagne pour que l'Espagne envoie des experts participer à la rédaction de la Constitution, qui sont des choses complètement inacceptables. Donc c'est un gouvernement qui n'a aucun respect pour la souveraineté nationale, aucun respect pour la dignité de ce pays, et qui a toujours œuvré dans le cadre d'une stricte obéissance aux ordres qui viennent du département d'État. Vous qui êtes internationaliste et qui maîtrise ces questions-là, les questions d'impérialisme mondial, et qui analyse ou fait de cette mainmise ou cette prégnance éternelle de la présence américaine dans la politique haïtienne, et comment, d'après vous-même, vous pensez qu'elle sorti dans le labyrinthe ça? Bon, et il faut d'abord placer Haïti dans un contexte géopolitique. Haïti est au cœur de la Caraïbe. Okay? Et à partir de 1915, dans le cadre des contradictions entre les puissances, les États-Unis ont décidé de mettre le grappin sur la Caraïbe, de contrôler la Caraïbe et de définir la Caraïbe comme une espèce de cour arrière. Et l'Amérique latine aussi. Et ils ont commencé par chasser les capitaux allemands d'abord, puis les capitaux français d'Haïti pour avoir une mainmise totale. Bon, ils ont négocié avec le capitalisme français. Donc, depuis 1915, vous avez une situation politique, un système politique qui a été redéfini, qui a été refaçonné et qui est contrôlé par le département d'État américain. Donc, vous avez une espèce de situation où les dirigeants haïtiens ne dirigent pas vraiment de façon autonome.
et sont contrôlés par l'extérieur. Par exemple, les forces publiques, c'est pas, police et armée, sont contrôlées presque totalement par les États-Unis. Quand Cédras a fait son coup d'État, bon, quelques années après, quand on a eu accès à une documentation, on a vu que M. Cédras était un employé de la CIA. Okay? Donc, vous avez tous les mécanismes de contrôle militaire, policier, économique, pas? Au niveau du contrôle du commerce extérieur, au niveau de la circulation des capitaux, au niveau du système bancaire. Donc, vous avez des mécanismes, du système alimentaire aussi, en fait. Commercial et alimentaire. Qui prolongent la dépendance et qui met Haïti dans une espèce de situation de tutelle masquée. Et la MINUSTAH est venue un peu renforcer ce dispositif et l'application des politiques néolibérales aussi a contribué, par exemple, à générer une extraordinaire dépendance alimentaire. Aujourd'hui, nous importons plus de 600 millions de dollars américains de biens alimentaires. La plupart de ces biens alimentaires peuvent être produits au niveau national. Donc vous avez malheureusement une grande partie de la classe politique haïtienne qui se contente d'être un simple relais, un simple exécutant des options stratégiques de la politique américaine. Et vous avez vu récemment, c'est pas le choix de l'ex-président Jovenel Moïse, le 8 février, qui signe un arrêté qui donne 8300 hectares au groupe APED pour la production de stevia pour la multinationale Coca-Cola. Yeah. Donc c'est un peu le même esprit de ne pas défendre l'intérêt national, de ne pas défendre les ressources du pays, de ne pas combattre les problèmes de pauvreté, de misère, de faim, de chômage, de sous-emploi, de destruction de l'environnement, qui sont les problèmes les plus importants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et de convertir le pays en un simple appendice de la volonté américaine, un appendice des multinationales américaines. Donc c'est un peu ce projet économique qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et pour appliquer ce projet économique, on a besoin de pouvoir autoritaire. On a besoin d'une dictature, parce qu'on sait que, par exemple, pour généraliser le système de zone franche, il faudra prendre la terre aux paysans. Et la question de la terre, c'est une question extrêmement sensible en Haïti. Et les paysans ici ont toujours résisté. On a même perdu notre empereur pour cela. Voilà. Donc, pour prévenir cette résistance paysanne, il faut un gouvernement fort, un gouvernement autocratique, avec un pouvoir concentré, centralisé, qui permettra d'appliquer ce plan économique. Donc, il y a une correspondance entre la vision économique et la vision. C'est comme si on est revenu en 1915. C'est un peu cela, c'est un peu le projet d'appliquer ce qui n'a pas pu être complété avec l'occupation américaine de 1915-1934. D'accord. Il y a par contre une autre perception par rapport à la lecture que vous venez de faire de la situation de cette tutelle américaine sur Haïti, de cette prégnance politique, comme je disais tantôt. Il y a une autre lecture, il y a des gens par contre, et ceci pas des moindres, dans ce pays, qui croient que nous sommes un peu, comment je pourrais dire, on se ment en croyant que les États-Unis ont autant d'intérêt en Haïti. Comme quoi, j'ai même entendu par exemple un journaliste économiste senior qui disait que les Américains bouquent avec nous. Comme quoi que c'est nous qui avons des problèmes, ce n'est pas les Américains. Ah non, c'est complètement faux. Bon, bien sûr, c'est un regard colonial. Parce qu'il faut choisir, n'est-ce pas, le regard. Est-ce qu'on regarde Haïti à partir des lunettes du département d'État ou de la France, ou bien est-ce qu'on regarde Haïti avec les yeux de la population? Oui. Donc première chose, c'est nous-mêmes qui faisons corruption. Hein. C'est nous-mêmes qui faisons. Donc ça n'a pas accusé blanc. Première chose, quand on parle de la domination américaine, ce n'est pas du tout avec l'intention d'évacuer les responsabilités au niveau national. Il y a des secteurs qui collaborent, n'est-ce pas, qui participent à ce système. Ouais. Et d'ailleurs, ce système n'aurait jamais pu être aussi efficace. Ce que vous appelez les relais, alors. C'est un coup, Haïtien toujours dit, bon, si on n'a pas avant nous, pas qu'à acheter. Donc, il est clair que gagner une complicité active, même une adhésion à ce projet. N'oubliez pas qu'en 1934, grâce à la mobilisation internationale contre l'occupation américaine en Haïti et ses atrocités, et que les militaires américains devaient partir, vous avez eu des secteurs en Haïti qui ont écrit au département d'État pour dire surtout ne partez pas, il faut continuer avec l'occupation, qui avait déjà assassiné 30 000 personnes. Donc vous avez des secteurs qui sont complices de cette réalité et qui tirent certains avantages évidemment de ce rôle
de commandeur. N'est-ce pas? Donc, en fait, il ne faut pas évacuer cette responsabilité. Il y a effectivement des secteurs haïtiens qui sont très actifs dans ce dispositif et qui jouent un rôle stratégique dans la prolongation de cette tutelle. OK? Ça, c'est une première chose. Maintenant, si Haïti a une importance capitale dans le cadre des luttes géopolitiques, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Haïti est placé exactement sur la route maritime entre Cuba et Venezuela. Si vous regardez la carte, vous allez voir que Haïti est exactement entre Cuba et Venezuela. Et dans l'appétit des États-Unis d'avoir un contrôle absolu sur la Caraïbe, il y a la révolution cubaine et il y a la révolution bolivarienne qui empêchent, ce n'est pas un contrôle total de la région. Et c'est d'autant plus vital aujourd'hui pour les États-Unis que nous sommes dans une situation où on peut estimer que nous sommes dans une situation de transition hégémonique au niveau mondial. Il y a un affaiblissement de la puissance américaine au profit de la Chine. La Chine est déjà très présente au niveau du bassin des Caraïbes. Il y a aussi la Russie. Il y a des investissements très importants de la Chine, par exemple, avec le canal interocéanique du Nicaragua. Donc, le contrôle de la Caraïbe est vital pour les États-Unis parce que la Caraïbe joue un rôle central dans le processus d'accumulation du capital au niveau mondial. OK? Donc, et en ce sens, il ne faut pas oublier non plus que Haïti est porteur de messages. N'oubliez pas la révolution de 1904, un peuple le message de la liberté qui prend en main son destin, c'est pas, qui arrive à réaliser une révolution qui chasse pratiquement tous les empires coloniaux français, anglais, espagnols. Et invente le concept moderne de liberté. Voilà, donc, et pour les États-Unis, c'était une grande menace, puisque l'esclavage existait encore jusqu'à 1860 aux États-Unis. Donc, en fait, Haïti a un rôle extrêmement important, tant du point de vue géopolitique. Donc, il faut, pour les États-Unis, c'est important de prévenir et d'éviter la connexion Cuba, Venezuela, Haïti, n'est-ce pas? Et c'est très important aussi d'évacuer le message fondamental de la révolution haïtienne. De brouiller la carte complètement. Et parce que la Caraïbe a donné deux messages très importants récemment. C'est la révolution haïtienne, n'est-ce pas? La révolution cubaine, qui montre que des petits pays et la révolution bolivarienne sont capables d'instaurer un système qui entre en contradiction avec la régulation capitaliste mondiale. Et ça, c'est un message très fort, que ceci est possible. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'ils veulent étouffer la révolution bolivarienne, parce qu'avec Chavez, on a montré qu'il est possible de faire autre chose. Il est possible de prendre une autre direction. Et cette direction a donné des résultats spectaculaires dans le sens du changement radical des conditions de vie de la population au niveau du Venezuela et au niveau de Cuba également. Donc Haïti est très important. Et en plus de cela, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a différentes connexions avec, par exemple, les travailleurs haïtiens qui sont assez importants dans l'économie de certaines régions aux États-Unis. Vous avez, Haïti est devenu un consommateur très important de produits américains. L'année dernière, nous avons importé 244 millions de dollars de riz américain et nous sommes le troisième importateur mondial le plus important de riz américain. Vous imaginez au petit bout de pays pauvre, comme Haïti, qui est le troisième plus gros pays qui a acheté du riz dans le américain. Un produit que l'on peut produire en Haïti et ceci en de meilleure qualité d'ailleurs. Donc Haïti a un poids significatif et il faut aussi analyser les interactions entre diaspora haïtienne, politique américaine et réalité en Haïti. Donc je crois que c'est une évaluation complètement irréelle de penser qu'Haïti n'a aucun poids. Et on doit voir d'abord les investissements qui sont faits au niveau politique, les différents spécialistes au niveau du département d'État qui sont employés pour étudier seulement la question haïtienne, pour suivre la question haïtienne. Donc je pense Cela prouve qu'il y a un intérêt certain. Il y a un intérêt certain. Et de toutes les façons, nous devons réfléchir sur nos problèmes d'abord à partir des réalités nationales. Okay? Nous devons constituer notre propre projet de libération. Et après avoir élaboré notre projet où nous indiquons exactement qu'est-ce que nous voulons construire comme pays sur les 50 prochaines années, et à partir de cela, nous pouvons négocier avec les partenaires au niveau international. Alors qu'en général, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de politiciens pensent de façon inverse. Il faut d'abord
plaire aux Américains. Il faut faire ce que les Américains demandent. Il ne faut Oui. pas que les Américains se fâchent. Oui. Donc, c'est une logique de dépendance, c'est une logique coloniale. De Il faut sortir de cette subie logique et coloniale. acceptée. OK? Oui. Donc, il faut d'abord avoir le courage d'être soi-même. Important de souligner, c'est que bon série moun qui yo même tous c'est des moun qui anti PHTK, anti pouvoir en place là, qui dans façon d'exprimer yo t'a remet remplacer l'impérialisme américain par un autre impérialisme, par exemple l'impérialisme soviétique. Oui, Ou même qui sont altermondialistes et qui ont certaines lucidité sur question ça, on a qu'on soit pensé. Non, nous-mêmes, nous pensons au niveau de notre parti politique Racine Camp Peuple, nous pensons que l'un des enjeux de la crise actuelle, c'est la récupération de la souveraineté. OK? Et cette souveraineté ne peut se construire que sur la base d'un projet national clair, sur la base d'un ensemble de ruptures avec la dépendance, avec la tutelle, et sur la base de transformation radicale de l'État. Parce que le type de l'État que nous gagnons là, il favorise la tutelle. Parce que nous avons l'État qui est justement basé sur l'exclusion des masses populaires, sur une violence permanente contre les masses populaires, donc qui génère beaucoup d'instabilité. Donc, et ça favorise le contrôle externe. Donc il faut élaborer un projet national avec la plus large participation des secteurs de la nation, n'est-ce pas? Et à partir de ce projet national, en fonction des intérêts de court terme, de moyen terme et de long terme de la nation, on pourra négocier avec toutes sortes d'empires, et toutes sortes de blocs régionaux, etc. Yeah. Et évidemment, il faut avoir une certaine intelligence stratégique et penser, dans le cadre de ces négociations, comment exploiter les contradictions, les luttes entre les différents empires. Mais il faut que cela soit fait. Savoir jongler entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais cela doit être fait d'abord à partir d'une perspective nationale et d'une option qui essaie de résoudre les problèmes les plus importants des couches majoritaires du pays. Oui, c'est pour ça que nous parlons d'une option socialiste. Parti Racine Camp Peuple, son parti de gauche. Absolument. On s'entend là-dessus. Et en tendance socialiste, c'est bien cela. Oui, oui. Est-ce qu'on est capable socialiste et en même temps nationaliste? Parce que tout à l'heure, on insistait peut-être 3 fois sur ça. Il faut un projet national. Donc, serait-il une forme de nationalisme? Parce que nous connaissons le mouvement nationaliste là. L'icône un mouvement assez réactionnaire, assez bourgeois en soi. Est-ce qu'on est capable à la fois de gauche et nationaliste? Oui, il y a plusieurs formes de nationalisme. Alors, dans l'historique que tu as fait, tu as parlé du PSP, mais il faudrait parler de Jacques Roumain d'abord, du PCH, le Parti communiste haïtien, premier parti communiste haïtien fondé en 1934. Il ne faut pas oublier que Jacques Roumain, ce premier fondateur du Parti communiste, a mené une lutte sans merci contre la présence américaine en Haïti. Okay, c'est quelqu'un, il y a 19 ans, 20 ans, qui se mettait au service de l'Union patriotique pour lutter contre les Américains. Donc, évidemment, il y a plusieurs formes de nationalisme. Il y a un nationalisme frileux, de repli sur soi. Mais il y a aussi un nationalisme qui essaie de contrecarrer la contradiction qui existe au niveau mondial. Parce qu'au niveau mondial, vous avez un système qui est un système dominé par des puissances capitalistes, c'est pas? Et dans les rapports qui sont tissés entre ces puissances capitalistes et les pays comme les nôtres, vous avez des rapports de dépendance, des rapports d'exploitation, des rapports de pillage, de spoliation, qui empêchent à nos pays effectivement de réaliser leur potentiel. Donc, il y a une double contradiction. Il y a cette contradiction, disons, nationale, entre guillemets, mais il y a aussi une contradiction de classe à l'intérieur de la nation. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'État. Vous avez un État qui, justement, a été construit sur la base d'une vision néocoloniale. Un État qui est articulé d'abord aux intérêts des grandes puissances, aux intérêts des multinationales américaines, dans le cas d'Haïti, n'est-ce pas? Et contre la majorité des couches qui existent au niveau du pays. Donc, dans notre parti, on tient compte de cette double contradiction. De la contradiction, disons, entre Haïti comme pays qui doit récupérer sa souveraineté, qui doit avoir le droit de définir son parcours, son itinéraire, ses choix, et ceci est empêché par la domination impérialiste, et il faut casser cette domination, n'est-ce pas? Et en même temps, au niveau du pays, il y a des contradictions de classe
qui font qu'aujourd'hui, vous avez un État, par exemple, qui ignore l'économie paysanne. Ouais. Vous avez un État qui investit moins de 5 à 6% du budget national vers l'agriculture, alors que nous avons la moitié du pays qui travaille la terre. Vous voyez? Donc, vous avez tout un ensemble de relations de force au niveau interne, et il faut justement, et notre parti a choisi... un État qui distribue des denrées alimentaires. Et vous avez notre parti a choisi justement de défendre les intérêts des couches majoritaires, des classes exploitées, pas? Parce que justement, ce sont ces intérêts aujourd'hui qui correspondent à l'intérêt national. Il y a une rencontre entre l'intérêt des couches majoritaires et l'intérêt global de la nation. Et il faut à la fois reconstruire la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La souveraineté nationale, dans la mesure où ce sont les acteurs haïtiens qui prennent les décisions. La souveraineté populaire, dans la mesure où les décisions politiques ne sont pas prises par 2 ou 3 personnes, comme le veut l'ex-président, mais sont prises par l'ensemble des secteurs du pays. L'ensemble des secteurs, on va dire quand même des secteurs organisés. Oui, bien sûr. Yeah. Donc, voilà, donc, nous avons plusieurs textes là-dessus que je suis disposé à partager avec vous et avec le public, n'est-ce pas? Où justement, nous avons un programme détaillé qui montre comment avancer vers cette double rupture. Ça veut dire rupture par rapport à la tutelle et rupture par rapport à un État oligarchique qui défend seulement les intérêts de couches extrêmement minoritaires. On va voir maintenant la position, ou du moins la proposition du parti Racine Campep. Là. En passant, PAPDA a toujours existé. Oui. Donc PAPDA, c'est un regroupement d'organismes sociaux qui travaillent surtout sur des alternatives à construire et qui travaillent beaucoup sur la question des luttes paysannes, de l'agriculture et des impasses de la production agricole, qui travaille beaucoup sur la question de l'organisation, des réseaux d'organisation. Et nous avons été créés justement pour travailler contre les politiques néolibérales qui faisaient une aggravation de la dépendance de la tutelle dont nous sommes en train de parler et qui a contribué. Ces politiques néolibérales ont contribué à désarticuler le pays complètement, non seulement en affaiblissant les potentialités au niveau de la production, n'est-ce pas, mais en désorganisant les institutions et en désarticulant complètement les secteurs économiques, secteurs primaires, secondaires et tertiaires, qui opèrent sans aucune articulation rationnelle. Donc, c'est un front d'activité sociale. Et par exemple, très prochainement, les 4, 5 et 6 mai, nous allons organiser une rencontre nationale sur la question de la terre, donc qui va traiter non seulement de la question foncière, mais aussi de la question du rôle de la production agricole et du rôle de l'économie paysanne dans le relèvement national. Et comment, justement, dans la récupération de la souveraineté nationale. Donc, c'est une rencontre qui aura lieu dans le nord-est du pays, dans la zone de prévoyance, qui est une zone qui a été affectée par des violences et des accaparements de terre au cours de ces derniers mois. D'accord. Donc, c'est différent. Donc, PAPDA, ce n'est pas un parti politique. Oui, ça j'ai compris, c'est peut-être ça ça, parce que depuis quelques temps, on parle surtout d'un non-parti et Racine Campep là, parce que là, on a maintenant une bataille politique. Oui, tout à fait. Donc, Racine Campep là, c'est un parti politique, comme tu le dis, socialiste, et qui veut justement être un autre parti. Ça veut dire qui voulait que politiquement fait tout l'autre gens. Parce que malheureusement, surtout depuis 1915, nous avons des regroupements politiques qui sont électoralistes, qui se contentent de développer des tactiques qui leur permettent d'arriver au Parlement, au ministère, etc., mais sans base réelle, sans connexion avec la population. Donc, Parti Racine Campep, c'est un parti qui se construit à partir de la base, à partir des organisations paysannes, à partir des organisations de jeunes, à partir des organisations de femmes, des organisations de quartiers populaires. Parce qu'on ne peut pas défendre un véritable projet national sans une connexion organique avec ces secteurs-là. Donc, par exemple, notre parti se concentre beaucoup plus au niveau de la construction de réseaux au niveau national, pas que, par exemple, de se consacrer seulement à une présence médiatique. Parce que cette présence médiatique, sans connexion réelle avec la population, ne mènera à rien. Donc, il faut inventer un nouveau projet politique. Il faut que la politique se fasse autrement.
Il faut que la politique se fasse autour de choix en termes de vision et de projet. Hein? Donc, il faut éviter les combats de personnes, il faut éviter un discours superficiel qui n'est pas connecté véritablement aux problèmes du pays. Et il faut être très sérieux au niveau de nos propositions, pas oui, que tant sur le plan, par exemple, du chômage, sur le plan de l'environnement. C'est pas un discours dit Jovenel son aiglette, Jovenel son aigmon, c'est méchant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut voir que Jovenel à l'intérieur d'un projet. Parce que Jovenel n'est pas seul. Jovenel, comme élément d'un système. C'est ça, il défend un projet, il défend une vision. Et on doit se débarrasser de cette vision-là parce qu'elle nous amène à un effondrement national, ce qui est largement démontré par la conjoncture que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Là, je fais une introduction à l'émission avec référence PSPA et naturellement Victoire Dumancet estimé gagné sur le Parti socialiste à l'époque là parce que justement, souvent dans des débats ou bien comme moi glané souvent sur les réseaux sociaux, côté on a l'impression que le monde qui a tendance à présenter et Dumancet estimé comme un président qui était plus ou moins socialiste, vu quelques réalisations il fait qui était assemblée assez progressiste. Oui, alors Dumancet estimé a un bilan important en termes de réalisation, tant au niveau de la vallée de l'Artibonite que dans d'autres régions du pays. On parle souvent du pont de la Grand'Anse. Oui, le fameux pont de la Grand'Anse et d'autres bicentenaires, etc. Mais il faut nuancer. Nuancer peut-être venir dans le fait que c'est des projets assez progressistes et comme souvent on confond le progressisme en termes révolutionnaires socialistes par rapport au progressisme et en termes capitalisme du terme. C'est-à-dire les deux tendances capables de réclamer le terme. Oui. Non, et alors le gouvernement de Dumancet estimé intervient dans une période où il y a un renouvellement de l'oligarchie. Donc il y avait un épuisement au niveau des leaders classiques de l'oligarchie. Donc il fallait une nouvelle figure. Et effectivement, la figure de Dumancet estimé, avec ses relations avec certains secteurs au niveau de l'Artibonite, etc., offrait la possibilité de renouvellement. Et c'est ce qui a été fait. Mais en fait, si on interroge les questions fondamentales, par exemple par rapport à la question de la dépendance du pays, par rapport à un État globalement anti-paysan, etc., Dumancet estimé n'a pas représenté une véritable rupture de la politique du pays. Il a continué les mêmes politiques. Et d'ailleurs, à la fin de son mandat, il a voulu aussi prolonger son mandat. Donc, c'est l'histoire qui se répète. Voilà. Donc, malgré certaines réalisations importantes, on ne peut pas dire que ça a représenté effectivement une nouvelle tendance politique, une nouvelle vision politique. Ce qui est dommage. Du coup, la gauche n'a jamais été au pouvoir en Haïti. On peut le dire. La gauche n'a jamais été au pouvoir. Et dans la mesure où justement, et c'est là l'un des grands problèmes actuels, c'est que le soulèvement de 86 qui a amené la chute de Duvalier, et il y avait deux objectifs fondamentaux. Un, en finir définitivement avec la dictature, donc en finir avec les pouvoirs autoritaires, et deuxièmement, changer l'État. Malheureusement, les différents groupes politiques qui ont géré le pouvoir pendant cette période n'ont jamais osé attaquer les problèmes fondamentaux de la nature de l'État. Donc, ils ont fait quelques modernisations, ils ont fait quelques changements, parfois importants, des réformes superficielles. Des réformes de gestion. Donc, on a géré le statu quo sans oser effectivement accomplir le projet de 86 qui était de changer l'État. Donc, aujourd'hui, c'est toujours actuel. Nous devons changer l'État. Et aujourd'hui, on parle de changement de système, dans la mesure où justement on ne peut pas continuer avec un État qui ignore complètement les intérêts et les besoins de la population. Un État qui s'en fout. Aujourd'hui, nous avons 2 fois plus de gens qui connaissent la faim chaque jour et l'État s'en fout absolument. Vous avez des professeurs qui n'ont pas touché leur salaire depuis 38 mois. Donc les enfants se jettent dans la rue pour protester et ils sont réprimés. Vous voyez, donc c'est très très grave. On ne peut pas continuer avec cette situation. Il faut effectivement participer. C'est pour cela que la période de transition devrait être intéressante, parce qu'elle offre la possibilité de reconsidérer les bases fondamentales de l'État haïtien. On ne pourra pas réaliser tout cela dans une période de transition de 2 ou 3 ans,
mais il faut au moins jeter les bases. Il faut jeter les bases de cette construction et mettre en place un nouveau climat, une nouvelle dynamique, de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux rapports de confiance entre les différents secteurs politiques qui permet d'avancer vers ce changement-là. Donc, on a été, de 86 jusqu'à aujourd'hui, très en deçà de cette vision qui devait accompagner les luttes populaires à partir de 86. Et en plus, depuis 2010, on est dans une situation où vous avez un pouvoir d'extrême droite, n'est-ce pas, qui est contre le projet qui a été affirmé en 86 et qui fait tout pour essayer de casser ce projet et de revenir à un pouvoir concentré autour d'une personne. Et pourquoi pensez-vous que la transition peut jeter les bases de cette nouvelle Haïti, de ce nouvel État et que l'on souhaite? Quand on regarde les forces en présence, est-ce que nous pouvons aller, une fois qu'on dit avant ou après 7 février, Jovenel Moïse parle encore, est-ce que nous pouvons tomber dans une bataille pour pouvoir encore? Non, je pense que les combats qui ont été menés au cours de ces 3 dernières années, ce sont des combats qui ont permis aux différents secteurs de se perfectionner, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a eu, par exemple, si on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois, pour la première fois, il y a des secteurs politiques très éloignés qui ont réussi à se parler, à se mettre autour d'une table. Donc vous avez une dynamique qui, à mon avis, est très positive et qui offre la possibilité, justement, d'avoir une transition beaucoup plus sereine. Dans ce sens, il ne faut pas oublier que la population, elle aussi, a appris pas mal de choses au cours de ces périodes de mobilisation. Au début, on ne parlait pas de changement de système. Vous voyez? Parce que très souvent, les mobilisations étaient centrées sur une personne, Abba ou bien Viventel. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que ce tel fait partie d'un système et qu'il faut aller justement vers un changement beaucoup plus profond. Donc, je pense que les conditions sont réunies pour qu'on ait effectivement une transition sereine, une transition. Et pourquoi cette transition? Parce que justement, il faut casser la situation actuelle. Il faut une rupture radicale et claire avec la situation actuelle. On ne peut pas continuer. Parce qu'aujourd'hui, l'agenda de l'OEA, du gouvernement américain et de l'ex-président Jovenel Moïse, c'est un agenda catastrophe. C'est un agenda qui va empirer la crise, qui va empirer les problèmes du pays, qui va augmenter la quantité de gens qui meurent de faim, qui va aggraver le déséquilibre au niveau du taux de change. Okay? Donc, il faut absolument stopper cette catastrophe. Il faut un camp d'arrêt et à partir de cela, mettre en place les conditions de réorganisation du pays. Et je pense que les différentes crises que nous avons vécues, et en particulier les différents cycles de mobilisation de ces dernières années, permettent justement de penser à un climat politique entre les différents secteurs beaucoup plus apaisé et un climat politique qui permet justement de bénéficier des expériences qui ont été faites au niveau local. Parce que malgré le fait que vous avez un pays qui connaît un cycle d'effondrement spectaculaire, mais au niveau local, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont en train d'être faites. Il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes au niveau des coopératives, au niveau des réseaux d'organisation de femmes, au niveau de renouvellement des circuits de commercialisation. Il y a énormément d'initiatives. Et la grande nouveauté dans tout cela, maintenant, on a des organisations qui combattent la corruption. Oui, absolument, absolument. Il y a des jeunes qui se sont. Il y a aussi un réveil sur le plan de l'identité culturelle. Vous voyez par exemple au niveau des manifestations la présence d'un ensemble de revendications à dimension culturelle. C'est très important parce que vous avez un État qui est un État colonial et qui est basé sur la négation de la culture nationale. Okay? Donc je pense qu'on a fait un parcours intéressant et la victoire que nous devons remporter sur le PHTK et sur ce scénario catastrophe, c'est une victoire qui va ouvrir une nouvelle saison politique qui, à mon avis, peut porter des fruits si justement on continue à travailler avec le souci de conserver les rênes des processus de décision, de ne pas être simplement des acteurs qui appliquent les décisions de Paris ou de Washington. Okay? Et si on est animé du souci d'être à l'écoute de la population. À l'écoute des besoins et des intérêts de la population, à l'écoute de cette multitude d'initiatives qui ont vu le jour au cours de ces dernières années mais cette et qui permettent d'avancer. Cette transition qui devrait jeter les bases d'un nouvel État va nécessairement se faire en dehors de la Constitution. Oui, c'est pour ça qu'on parle de transition.
parce que de toute façon, nous sommes tout à fait en dehors du temps constitutionnel actuellement. Et le gouvernement, le régime PHTK a travaillé pour cela. Parce que c'est un gouvernement qui a toujours refusé l'architecture constitutionnelle de 87. Donc on a fabriqué une crise qui nous force à sortir complètement de la Constitution de 87. Donc pour revenir au temps constitutionnel... L'exécutif voulait changer la Constitution, mais la transition va la mettre en sourdine complètement. Bon, elle est déjà en sourdine. Oui. Donc, on n'est pas du tout dans une ambiance... Étant donné la situation, le non-équilibre des pouvoirs, etc. C'est ça. Et on n'est pas non seulement en sourdine, on est contre. On est contre l'ordre constitutionnel. Les décisions qui sont prises aujourd'hui sont des décisions qui sont prises contre l'ordre constitutionnel, contre l'esprit et la lettre de la Constitution. Donc, on est dans une situation extrêmement grave. Donc, la transition va nous permettre de rétablir le temps constitutionnel. On peut avoir une discussion sur la Constitution dans le cadre de la conférence nationale. Ça va être très salutaire, mais c'est une discussion qui doit être sereine, qui doit être bien organisée, qui doit permettre l'expression des diverses sensibilités, n'est-ce pas? Et qui pourra peut-être déboucher sur des amendements constitutionnels postérieurs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avancer dans la situation actuelle, qui est un véritable scandale du point de vue éthique, du point de vue moral et du point de vue légal. Vous voyez? Donc, il faut vraiment travailler. Et au niveau de PAPDA, on a l'intention d'organiser une rencontre, justement, de réflexion approfondie sur la transition, qui permettra non seulement de faire un diagnostic sérieux et approfondi de la crise, de la nature de la crise, qui permet aussi d'étudier les différentes propositions qui sont faites dans le cadre de la transition, mais qui permet aussi d'approfondir les plans au niveau de la transition. Qu'est-ce qui doit être fait sur le plan économique? Qu'est-ce qui doit être fait sur le plan institutionnel? Qu'est-ce qui doit être fait sur le plan social? De façon à ce que, quand nous allons entrer dans cette période de transition, on soit déjà armé avec un ensemble de propositions cohérentes et qui émanent d'une réflexion collective venant des différents secteurs sociaux. Existe-t-il une coalition des partis de gauche? Oui, depuis quelques années, nous travaillons avec d'autres partis de gauche pour mettre en place un front de gauche. Donc, nous travaillons avec AKO, avec Contrapeuplant. Petite Dessalines, non? Non. Et donc, nous sommes 5 dans ce travail maintenant. Et donc, c'est Racine Contrapeuplant, c'est AKO, c'est Contrapeuplant, c'est Haïti Jam et c'est GRAML, groupe de réflexion Moïse Louverture. Et on a fait un chemin très, très important ensemble. On se réunit très régulièrement. Et on avance vers la mise en place de ce front de gauche qui permettra à ces partis de bénéficier de l'ensemble des expériences qui ont été faites dans le pays au cours de ces 20-30 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite Dessalines n'a pas répondu à l'appel ou il n'a pas été invité? Et nous avons... Ou il n'est pas de gauche? Donc, nous avons des discussions avec Petite Dessalines, mais le front de gauche s'est réalisé sur la base d'un ensemble de proximités historiques, n'est-ce pas? Sur la base aussi d'un ensemble d'expériences communes qui ont été développées au cours des 20-30 dernières années, n'est-ce pas? Et sur la base aussi d'une affirmation idéologique claire. Parce que ça, c'est l'un des problèmes que nous connaissons en Haïti. Et Laënnec Urbon, dans un article qu'il a écrit sur le système politique haïtien, il a utilisé un terme très juste, que nous sommes très, très souvent en présence d'une indifférenciation. Ça veut dire que vous avez beaucoup de partis qui ont une rhétorique, mais qui, en fait, quand on regarde leurs pratiques, sont pratiquement des partis de droite ou des partis du système et qui sont très conformistes par rapport à cet appétit et cette impatience d'arriver au pouvoir. Donc, ça empêche à ces partis-là, souvent, d'avoir une définition et une identité politique claire. Donc, nous disons que pour réaliser les changements qui doivent être faits en Haïti, il faut que ces changements soient guidés par des groupes politiques, des partis qui ont une identité politique claire, qui ont une identité idéologique claire et qui proposent à la nation, n'est-ce pas, une vision de sortie de crise, une vision de reconstruction qui soit construite justement avec la population et qui ne soit pas quelque chose de totalement importé ou totalement étranger, n'est-ce pas, et aux dynamiques internes. Donc, c'est pour ça que nous parlons de faire la politique autrement. Et là, et très bientôt, vous aurez peut-être la nouvelle de la constitution d'un front de gauche qui va justement harmoniser, n'est-ce pas, les actions de ces différents partis.
Et nous avons aussi participé à la fondation du Front patriotique populaire, qui est un espace de rencontre entre les partis de gauche et les mouvements sociaux antisystémiques et qui ont une option anti-impérialiste et qui veulent justement s'attaquer à ce problème de reconquête de la souveraineté nationale. Merci, professeur Chalmers. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dans un moment de grands troubles pareils, de grandes crises pareilles, je dis en pile secteur fermé, on est en grève, l'Église catholique a protesté, le secteur privé a protesté, tout. Quel message vous avez la nation là, qui a gardé nous dans ce moment là? Bon, je pense qu'on est à un moment décisif, c'est un moment très important. Et c'est un moment qui ne doit pas conduire au découragement. Et il faut au contraire intensifier la mobilisation. Il faut intensifier notre refus de la situation scandaleuse, immorale, inacceptable dans laquelle on veut nous plonger. Il faut faire échec à ce prétendu référendum constitutionnel. Il ne doit pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée constituante et il n'y a aucune compétence. Nous ne devons pas accepter que quelqu'un décide de changer la constitution du pays sur la base de son bon vouloir. Et on ne doit pas non plus accepter des élections qui vont aggraver la crise politique et institutionnelle du pays. Donc nous sommes à un moment décisif pour obtenir gain de cause dans la fin du coup d'État. Monsieur Jovenel Moïse, ex-président, doit abandonner le pouvoir le plus vite possible et nous devons entrer dans une période de transition qui nous donne suffisamment d'espace politique pour que le pays prenne un autre chemin, définisse des orientations fondamentales pour les prochaines années et arrive à rétablir le temps constitutionnel. D'accord. Merci, professeur Chalmers, d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Nous sommes toujours à la disposition de RTVC. D'accord. Mesdames, Messieurs, ici prend fin l'invité du midi. C'était avec nous le professeur Camille Chalmers, avec qui on a vu la proposition du camp socialiste, si on peut s'exprimer ainsi par rapport à la crise actuelle. Avec lui aussi, on a fait le tour de l'actualité. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.